Vous êtes au 7 Info, l'essentiel de l'actualité de la semaine, une semaine marquée par la polémique autour de la forêt. De quoi la grève des travailleurs de la santé, le retour manqué du dialogue au gouvernement syndicat. 4 invités ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Autour de ce plateau pour l'analyse, nous avons le docteur Souleymane Zeba, il est fondateur de l'ONG Naturellement, spécialisé sur les questions d'environnement. Avec lui, nous parlerons justement de cette affaire qui suscite la polémique depuis déjà quelques semaines, la forêt de quoi. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, notre analyste politique Siaka Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été l'auteur aussi d'un article sur le sujet cette semaine paru dans la presse en ligne, notamment le Faso.net. Avec nous également le docteur Pierre Claver Milogo, il est l'auteur de ce livre, La séparation des pouvoirs, études comparatives et analytiques. Il est chercheur au CNRSC. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et pour terminer, pour ce plateau, quatrième invité, notre consultant en fiscalité, Tidiane Kabouri. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Tout de suite, nous partons pour le premier sujet donc, de cette info. Il était revendiqué par les organisations syndicales après plusieurs années de suspension. Le dialogue au gouvernement syndicat a repris cette semaine, mais aussitôt ouvert, aussitôt suspendu. Il y a un souci de préalable. Entouré des ministres les plus impliqués dans les questions de revendication syndicale, en l'occurrence le ministre de l'économie et celui de la fonction publique, le Premier ministre et par extension tout le gouvernement fait de nouveau face aux organisations syndicales 2 ans après le dernier acte. 2 ans durant lesquels plusieurs questions sont restées en suspens, mais aussi 2 années qui semblent avoir alourdi le cœur de la partie syndicale. Le gouvernement ne s'est plus préoccupé de rencontrer les organisations des travailleurs alors que les autres rencontres, je veux parler du secteur privé, des paysans, des jeunes, etc., se sont régulièrement tenues. Nous estimons que les travailleurs et leurs organisations méritent plus de considération. Notre indignation est d'autant plus grande que des demandes d'audience introduites par l'unité d'action syndicale sont restées sans suite. Et sans ronde d'observation, les organisations syndicales vont engager les hostilités en fixant les préalables de la rencontre. Pour protester contre cette attitude du gouvernement qui évoque régulièrement le dialogue social et dans la pratique fait le contraire, l'unité d'action syndicale exige, comme préalable à l'examen du cahier de doléances de 2017, le traitement de la question relative à l'UTS prélevés sur les primes et indemnités servies aux travailleurs du privé et des établissements publics et parapublics de l'État. En face, le chef du gouvernement va tenter de calmer les ardeurs en édictant ce qui lui semble être les règles du jeu. De mon point de vue, dans une rencontre comme celle-là, il ne devrait pas y avoir de préalable à l'ouverture des travaux. Les préalables sont conçus pour organiser le débat et faire en sorte que ce débat soit fluide. Mais si le préalable demande un engagement de la part de l'autre partenaire, ça veut dire que c'est un point qui doit être versé dans les débats, de manière à ce que chacune des parties puisse avancer ses arguments, chacune des parties puisse développer son point de vue, et à l'issue de tout cela, on tire une conclusion qui permet de lever le préalable comme ils l'ont dit. Mais on croit à la bonne foi du gouvernement, mais comme on dit, on ne piétine pas 2 fois la chose de l'aveugle. Aujourd'hui, et pour nous, c'est soit on résout ce problème, ou bien il n'y a pas de discussion. Cette rencontre entre gouvernement et syndicats s'annonce tendue, mais le Premier ministre réaffirme ses espoirs placés en la rencontre. Le gouvernement n'a pas peur d'affronter les organisations syndicales dans un débat libre, de manière à ce que chacun donne son point de vue. Et je suis convaincu que les avis qui seront émis au cours de ce débat-là vont contribuer à améliorer la gouvernance au niveau de notre pays. Parce que nous disons que les organisations syndicales sont également de bonne foi, mais nous ne voulons pas que dans ce type de rencontre, ce soit une confrontation qui va déboucher en quelque sorte sur un conflit. C'est ce que nous ne voulons pas et nous disons que le dialogue social est la meilleure forme pour construire un pays tel que le nôtre. Mais aussitôt ouvert, aussitôt suspendu. Visiblement, les préalables posés par la partie syndicale ne rencontrent pas l'assentiment du gouvernement.
Le Premier ministre Christophe Dabiré regrette cette suspension de discussion et affirme la disposition de son gouvernement à reprendre les négociations dans les meilleurs délais. Voilà, l'ITS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, c'est donc le préalable posé par les organisations syndicales qui veulent sa suppression sur les primes et indemnités au privé. Zoom sur cet impôt qui divise. La suppression de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé et des établissements publics et parapublics de l'État a été le point d'achoppement entre gouvernement et syndicat à la reprise du dialogue entre ces deux entités. Le syndicat a claqué la porte de la table des discussions, conditionnant son retour par la résolution préalable de l'UTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires. Que doit-on comprendre sur cette UTS disputée et discutée par gouvernement et syndicats? L'UTS, c'est l'impôt unique sur les traitements et salaires, c'est-à-dire que c'est un impôt qui touche pratiquement les revenus des fonctionnaires et des salariés du privé. C'est deux points de contestation. Au fait, ces deux points portent sur la défiscalisation, j'allais dire, des indemnités et aussi la défiscalisation, c'est-à-dire les exonérations sur les primes et les gratifications qui sont servies. Mais l'entendement que les uns et les autres en fait ont est que les fonctionnaires, par exemple, du public en fait sont exonérés totalement sur les indemnités. Ce qui est souvent dit sur les zones et autres, alors c'est que c'est pas vrai. Sauf que dans le public, les indemnités en fait étaient très faibles. Quand vous prenez par exemple l'indemnité de logement, il y avait des corps tout entiers qui n'en avaient même pas. Donc, qu'est-ce qu'on allait taxer? Donc, c'était considéré comme c'était une exonération d'office, puisque vous n'en bénéficiez même pas. L'IUTS, ce sont des milliards de francs CFA pour les caisses de l'État chaque année. Cet impôt sûr a rapporté un peu plus de 78 milliards en 2016 et 89 milliards 600 millions en 2017 et il va croissant. En plus, cet impôt est actuellement, selon les fiscalistes, en troisième position en termes de rentabilité pour l'État. Céder donc aux exigences de la partie syndicale, c'est courir le risque de voir cette manne financière dégringoler. Parce que quand on regarde l'UTS, bon an, mal an, va chercher en fait, par exemple en 2016 par exemple, on était autour de 78 milliards rien que pour l'UTS. En 2017, on était autour de 89 milliards et 664 millions et quelques. Alors, donc ça dit que ça va vraiment croissant. Et c'est un impôt qui est très sûr. Un impôt qui est très sûr et stable parce que tout simplement, c'est un impôt avec lequel on ne peut pas manipuler en fait les charges. Alléger les taux pourrait être une solution pour le gouvernement. À ce propos, l'exécutif burkinabé, dans un communiqué, informe les travailleurs du public et du privé que les services techniques ont finalisé les études devant servir de base à la discussion sur la question de l'IUTS. Naturellement, le gouvernement va essayer de trouver en tout cas la bonne solution et surtout la solution technique. Parce que souvent nous avons l'impression que les gens se précipitent, on ne sait pas qui on envoie dans ce genre de débat. On ne sait pas si par exemple les institutions financières ou par exemple la Direction générale des impôts va donner son avis technique sur la question. Mais ce qui est sûr, les syndicats ont de très bons techniciens à leur sein. Et si le gouvernement aussi en fait propose des gens qui peuvent mener un débat purement technique, je pense qu'on peut diviser la poire en deux. C'est-à-dire que ce sera des faibles taux. Naturellement, on peut aller vers justement une exonération partielle pour ce qui concerne les prix. De l'avis des observateurs, ce n'est pas au moment où le gouvernement a pris des engagements avec les partenaires sociaux qu'il va renoncer à l'impôt unique sur les traitements et salaires qui est actuellement une de ses sources sûres de recettes. Supprimer l'IUTS sur les primes et indemnités ouvrirait la voie à une fraude légale selon les spécialistes. Les syndicats qui campent toujours sur leur position se sentent floués par le gouvernement puisque l'IUTS est apparu en 1974 d'abord pour 1 an, puis reconduit en 1975 pour situation économique délétère. Après, l'État s'est toujours arrangé pour l'appliquer quelle que soit la situation économique. Tidiane Kabouré, vous êtes notre consultant en fiscalité. Alors vous dites, sur ce cas précis, il y a des risques énormes s'il faut supprimer l'UTS sur les indemnités et primes au niveau du privé. Alors merci bien pour l'intérêt porté sur la thématique. Alors je maintiens naturellement cette position. Quant à l'exonération totale, j'ai bien dit totale, sur les primes et les indemnités, parce que ça pourrait ouvrir en fait la voie à une fraude. Une fraude
ou à une évasion, puisque là, ça sera totalement un contournement, en fait, justement, de nos textes, c'est-à-dire que profiter, en fait, de la faiblesse que ça va... Parce que l'exemple que je voudrais prendre pour que vous compreniez, en fait, cette brèche, supposons quelqu'un qui a un salaire mensuel, par exemple, d'1 million, ok? Donc, dans l'année, il a 12 millions, avec une prime de 2 millions, par exemple, en décembre. Alors, on dit désormais que les indemnités et les primes sont totalement exonérées. La loi exonère en fait les primes et les indemnités. Vous savez bien que, généralement, dans le privé, les contrats sont négociés. Voilà, c'est-à-dire que quand on vous recrute, c'est vous qui discutez de votre contrat, c'est vous qui discutez comment vous voulez en fait les choses. Vous pouvez être en fait au même niveau de diplôme et ne pas avoir les mêmes salaires, puisque ça dépend de comment vous avez négocié en fait votre contrat. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Si l'intéressé, par exemple, propose à l'employeur, c'est-à-dire s'il est 1 million que vous devez me payer par mois, moi je propose que vous me payez par exemple à 300 000 et les 700 000 par mois multipliés par 12 vont se retrouver en fait sur les primes parce que les primes sont simplement exonérées. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'en ce moment, on perd pratiquement une base imposable de près de 700 000 mois. Je l'ai dit tout simplement parce que c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a la confiance entre le contribuable et l'administration fiscale. C'est vrai, c'est pour cela d'ailleurs notre système fiscal est dit déclaratif. On laisse le contribuable en fait le bon choix et le bon timing selon les dates établies par la loi de se présenter en fait pour payer. Mais cela n'exclut pas aussi a posteriori en fait le contrôle de l'administration fiscale. Donc il faut faire très attention sur ce point précis. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut éviter une exonération totale. J'insiste sur le mot total. La question, c'est qu'il y a une sorte d'injustice entre les travailleurs du privé et du public sur le sujet. Oui, c'est qui est dit, mais la pratique, vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui est rentré, par exemple, dans la fonction publique avec un bac plus 5 a le même salaire que son promotionnaire, par exemple, qui est recruté dans le privé avec les mêmes diplômes. Ça dépend du type de privé aussi. Oui, justement, mais selon qu'on est dans les mines ou selon qu'on travaille dans un média. Oui, c'est que je vois quand vous, les journalistes, vous posez cette question, vous donnez l'exemple en fait des primes et des indemnités dans les médias où il n'y en a même pas. Où, voilà, justement, par moment, vous dites que les indemnités sont très faibles dans votre domaine. Mais moi, je pense que nous sommes quand même aussi dans une dynamique où il faut comparer là où aussi les salaires sont très élevés. Quand vous prenez par exemple certains privés, c'est que à diplôme égal, les salaires que les intéressés prennent, ils peuvent payer en fait même 2 ou 3 fois en fait les promotionnaires qui sont dans le public. Donc je crois il y a que de plus en plus avec les différentes revendications, il y a de bons salaires dans le public. En réalité, c'est ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que vous allez constater que ces 2 ou ces 3 dernières années, avec les protocoles qui ont multiplié, avec des avantages effectivement aussi qui ont été consentis au travail du public. Et aujourd'hui, il y a des indemnités qui arrivent quand même à franchir les seuils qui étaient en fait, comment on appelle, justement, qui étaient exonérés. Quand vous prenez par exemple l'indemnité de logement, on dit tout simplement que c'est 20% du salaire brut sans dépasser par exemple 50 000. Parce que tout simplement, on s'est dit que les cadres A de l'administration publique ne pouvaient pas avoir par exemple plus de 50 000 francs comme indemnité de logement. Mais par exemple l'indemnité de fonction, là où c'est 5% en fait du salaire brut sans excéder 30 000. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, on a quand même des gens qui ont des indemnités de fonction qui font les 100 000 et peut-être même plus. Voilà, donc il y a la nécessité effectivement de revoir les choses autrement. Le débat, en tout cas, doit être mené. Débat mené pour trouver le juste équilibre. Non, c'est de permettre à l'État de continuer effectivement à... Il faut trouver une ligne médiane. Parce que dans ce débat, forcément, il faut que l'État accepte de s'y perdre. Ah oui. Il faut que l'État accepte. Si l'État veut continuer en fait d'encaisser 80 milliards l'année pour l'UTS, en 2018 on a plus de 100 milliards en termes d'UTS. On était pratiquement à 100% en fait de nos prévisions. Donc ça dit c'est très important. Ça dit que c'est un impôt quand même qui est très dynamique, ça évolue, la masse salariale évolue, mais il faut accepter sur cette affaire de primes et de gratification. Et aller en tout cas vers une solution qui va effectivement contenter en fait les 2 parties. Parce que quand vous regardez, c'est pas que les salariés du privé sont contents. Et c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas de moyens d'action comme dans le public. Parce que dans le privé, vous ne pouvez pas gréver comme ce qui se passe dans le public. Sinon, nous, on a des promotionnaires qui y sont. Quand ils nous croisent, la première des choses, c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est pas normal, vous voyez, bon, les primes de l'autre côté, voilà, justement, sont exonérées, alors que dans le privé, voilà, justement, nous sommes... Donc, sur ce point, je pense que
ce que l'État doit éviter, ce sont les exonérations totales. Je l'ai dit, je le répète. Voilà. Je crois que même les syndicats ne sont pas totalement focalisés sur une exonération totale des indemnités et des primes, parce qu'eux aussi, ils ont la lecture aussi de la chose. Et je crois que ça fait une fierté aussi, quand les syndicalistes apprennent que les impôts en fait, que les travailleurs versent fait en fait la troisième force en termes de rendement. Les syndicalistes aussi s'en glorifient. Et que c'est avec ça aussi que toutes ces revendications seront honorées. Ah oui, je pense que aussi ils ont, c'est pour cela en fait je disais que ils ont de très bons techniciens à l'air sain. Et quand on se retrouve en off aussi, je ne pense pas qu'ils sont très radicalisés en disant non, il faut une exonération totale, voilà, justement sur les indemnités et sur les primes de gratification. Je crois qu'ils sont ouverts en fait à un débat où l'État pourra effectivement aussi conserver ce qu'il pourra conserver et les syndicalistes aussi pourront aussi apporter quelque chose aux travailleurs qu'ils défendent, quoi. En tout cas, Siaka, ça reste un sujet assez important. Hein? C'est des enjeux. Déjà, l'État, troisième impôt, c'est important pour l'État, mais aussi pour les organisations syndicales, c'est aussi un souci de justice aussi pour les travailleurs du privé. Tout à fait. Si j'écoute les parties, différentes parties, on se rend compte que chacune des parties a des arguments pour sa demande, ce qui nous ramène donc à l'aspect instrumental du dialogue en lui-même. Donc moi je trouve déplorable qu'on commence un dialogue aussi important pour le pays et que dès l'entame, on soit obligé de suspendre les travaux. Il se trouve que les syndicats disent que les préalables sont connus depuis très longtemps, donc ce n'est pas à l'ouverture que les préalables ont été posés. C'est sur ces plans que je voulais intervenir justement. Si le gouvernement savait déjà que les syndicats allaient agir ainsi de la sorte, ils auraient pu prévoir ne serait-ce qu'un entracte dans lequel des explications auraient pu donner, puisque par la suite, on a vu un communiqué qui dit que le gouvernement n'est pas tout à fait contre un abattement de cet impôt-là. Du coup, ça aurait pu être dit à l'intérieur du dialogue, ce qui aurait permis de maintenir les syndicats sur place, de sorte que le reste des thèmes qui étaient prévus, des points qui étaient à l'ordre du jour, puissent être également traités. Parce qu'une fois que le dialogue est rompu aujourd'hui, ça veut dire qu'on va à la confrontation encore entre le gouvernement, patron donc, et les travailleurs, ce qui n'est pas du tout de bon augure pour la stabilité du pays. Alors, pour terminer, ce que vous devez nous quitter tout à l'heure sur cette question, c'est de travailler justement à trouver l'équilibre de sorte à effectivement ne pas faire en sorte que cet impôt aussi important pour le budget soit toujours maintenu parce que derrière, c'est assez de ressources quand même pour des investissements. Alors, je puis dire qu'un État n'a jamais eu, un gouvernement n'a jamais eu autant d'engagement que ce gouvernement en termes de satisfaction des plateformes. C'est pour cela que j'ai dit dans le reportage que souvent lors des négociations, on ne sait pas qui le gouvernement envoie aller négocier avec les syndicalistes. Parce que quand vous signez des protocoles et qu'après vous voulez vous rétracter, et il faut, c'est en cela, et même jusque-là, je salue aussi l'esprit qui a prévalu en fait au sein du ministère de l'économie et des finances avec la venue du nouveau ministre. Parce que c'est quand même 100 milliards que les syndicats du Minefid ont consenti. Mais là, aujourd'hui, en fait, au niveau de la presse, personne ne voit ça. Quand on veut parler, on voit la prime de 900 000 servies. Alors, je ne suis pas sûr que les autres syndicats, c'était le cas, allaient accepter CDM, c'est 100 000. Mais au Minefid, c'est près de 100 milliards que les syndicats ont accepté, concédés. Mais ce serait bien que l'UTS soit appliqué sur les primes indemnités, les fonds communs. Non, je crois que de toute façon, on a dit qu'il y a 21 fonds communs dans l'administration. Je ne sais pas pourquoi, généralement, quand on parle, on se focalise seulement sur les fonds communs. L'ensemble des fonds communs. Ça serait bien que ça soit imposé. Mais je crois que les syndicalistes n'en font pas un problème. Je ne crois pas qu'il y ait des syndicats qui bénéficient par exemple des primes de motivation actuellement, comme on les appelle, on n'appelle plus fonds communs, et qui sont contre, je ne crois pas. Mais maintenant, ça dit qu'aujourd'hui, comme on a la chance que c'est légalisé, hein, ça se trouve en fait dans la loi des finances, c'est peut-être l'occasion d'en discuter. Mais maintenant, concernant en fait le point sur l'abandon en fait des trucs qu'on appelle des l'UTS en fait sur les indemnités ou sur les primes dont vous évoquez tantôt, j'aurais préféré peut-être que sur ce point, par exemple, le gouvernement, en tout cas, mette l'accent sur les aspects techniques. Il faut travailler vraiment sur le volet technique. Ça, j'insiste sérieusement. Parce que quand vous regardez, 118 milliards, 89 milliards, 101 milliards en 2018, on n'a pas un impôt qui puisse compenser en fait le manque à gagner si on s'amusait en fait de fiscaliser effectivement
comment on appelle ça, ces deux indemnités dont on parlait là. Parce que quand vous regardez les impôts qui ont été créés en fait sous ce gouvernement, ça n'a pas trop volé, hein, la contribution foncière et autres, ça ne vole pas du tout. Hein, on parle du cadastre fiscal, ça aussi, on compte en fait sur les PTF en fait pour financer cet outil en fait qui est très important. Donc pour moi, il faut être réaliste. Et je suis sûr que si le gouvernement en fait des propositions réalistes, les syndicalistes aussi, ce sont des patriotes. On va trouver une ligne médiane et en ce moment, on pourra peut-être aller par palier. C'est-à-dire que, bon, on peut par exemple décider, c'est-à-dire qu'une prime, par exemple, comme ça, qui ne dépasse pas 500 000 l'année, bon, par exemple, exonéré. Au-delà de 500 000, on peut alors aller sur un deuxième palier. De 500, par exemple, à 1 million, on peut, par exemple, revoir, par exemple, le taux qui sera, par exemple, assis sur ce montant. On peut évoluer comme ça. D'accord. Voilà, pour éviter vraiment que ce soit une source en fait d'évasion, parce que je ne peux pas parler de fraude, parce que là, si les textes présentent des faiblesses, les gens ne vont pas cracher là-dessus, ils vont maximiser. En profiter. Voilà, ils Justement. vont profiter. D'accord. Alors, c'est le dossier de toutes les controverses en ce moment, l'affaire déclassement de la forêt de Kwa. Cette semaine, les forestiers ont haussé le ton, déterminés à protéger la forêt. Ils ont déterré les bornes qui délimitaient la superficie concernée par le projet de construction de l'hôpital. La société civile également donne de la voix. Les agents des eaux et forêts de la région des Hauts-Bassins sont plus que jamais mobilisés pour dire non au déclassement de 16 hectares de la forêt classée de Kwa. Ce jeudi matin, ils étaient nombreux à être sur le site de la forêt pour marquer une fois de plus leur désaccord vis-à-vis du déclassement de 16 hectares de la forêt au profit de la construction d'un hôpital. Hier, les Chinois ont été accompagnés de la BAC sur instruction des autorités, bien sûr, et avec la présence également du coordonnateur M. Sanou Olivier. Et ils sont venus nous trouver ici aux environs de 8h23. Et nous étions là, ils sont venus nous trouver dans la forêt. Et donc, nous avons constaté qu'ils ont changé de forme d'intervention. Donc, nous avons relayé l'information sur le plan national. Les collègues et tous les sympathisants et ceux qui aiment la nature se sont dit, aujourd'hui, tout le monde ici, ils vont venir tous. On va leur dire qu'ils ne sont pas d'accord. Encore, nous sommes là dans ce cadre pour dire une fois de plus que nous ne sommes pas d'accord pour le déclassement de cette forêt. Les forestiers très remontés ont arraché les 4 bornes qui délimitaient les 16 hectares de la forêt classée de Kwa. Drissa Milogo et ses camarades sont prêts à tout pour garder intacte cette forêt. Comme activité principale, les Chinois ont foré avec des machines et il y a une autre équipe de nos confrères qui sont venus ouvrir des tranchées que vous voyez en arrière et même de l'autre côté. D'une profondeur d'environ 1 mètre et une largeur d'environ un demi-mètre et sur une longueur d'environ 1 mètre également. Toujours dans le contexte de faire des études dont on ne nous a jamais fait comprendre le but de ces. Les agents des eaux et forêts peuvent désormais compter sur le soutien de la plateforme citoyenne face aux causes. Cette plateforme qui est née suite à la volonté des citoyens issus d'organisations de la société civile et politique, non au déclassement des 16 hectares de la forêt classée de Kwa. Pour ce faire, elle annonce une grande et géante manifestation républicaine et citoyenne le samedi 1er juin 2019 à Bobo-Dioulasso. Nous sonnons la mobilisation générale de toute population indignée par cette forfaiture environnementale qui est en cours dans la forêt classée de Kwa en vue d'une grande et géante manifestation citoyenne pacifique et républicaine le samedi 1er juin 2019 à Bobo-Dioulasso pour dire non au déclassement de la forêt classée du Kwa, mais aussi pour exiger le maintien du projet de construction de l'hôpital sur un autre site mieux indiqué, toujours dans la commune de Bobo-Dioulasso. Nous appelons toute la population bobolaise, toutes les organisations de la société civile, syndicats, partis politiques de l'opposition comme de la majorité, déterminés à sauver la forêt de Kwa, à nous rejoindre dans cette lutte citoyenne qui vise l'intérêt général et l'intérêt de tous. Cette grande mobilisation jamais organisée en faveur de l'environnement annoncée par la plateforme Face aux causes va se dérouler à la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso autour d'animations et de conférences débats sur les questions liées à l'environnement. Une plateforme sera remise au gouverneur de la région des Hauts-Bassins à cet effet. Dans sa lutte pour sauvegarder la forêt classée de Kwa, Face aux causes envisage également une grande mobilisation pour le reboisement de la forêt classée en dégradation en vue de sa réhabilitation.
Et voilà, Dr Souleymane Zeba, vous êtes fondateur de l'ONG Naturama spécialisée sur les questions vertes. On connaît votre engagement pour ce domaine. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur les questions de forêt classée au niveau du Burkina. Quand vous voyez cette polémique autour de cette affaire, quand vous voyez le ministre des Affaires étrangères qui se déplace sur les lieux et qui effectivement dit que cet espace destiné à la construction de l'hôpital, en vérité, ce n'est plus une forêt. Et en vérité, il n'y a pas de feu à la demeure, il n'y a pas de quoi s'alarmer. J'allais dire que, fortuitement, le sujet sur la fiscalité tombe bien avec cette question, c'est la forêt. Pourquoi? Parce que chez nous, vous l'aurez constaté que depuis un certain nombre d'années, la plupart des gens considèrent que ce n'est que l'argent qui a une valeur. Et donc, au niveau gouvernance, on a mis en place tout un appareil, y compris la SCE, les audits, la Chambre des comptes et autres, pour s'assurer que l'argent est bien géré. Il se trouve que les ressources naturelles et l'environnement constituent des biens incommensurables du patrimoine national. Et c'est par ces ressources-là que nous avons la productivité agricole que nous avons aujourd'hui. Et c'est par ces ressources-là que nous avons l'élevage que nous avons aujourd'hui. Et c'est par ces ressources-là que nous avons l'eau et la qualité de l'environnement dont les populations bénéficient. Malheureusement, la gouvernance de l'environnement pose un problème. C'est pourquoi la forêt de Kwa a été un problème. Je voudrais l'aborder sous le sens du droit de l'environnement. Je dirais sous le sens technique. Il faut voir que, contrairement à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, la loi burkinabé, aujourd'hui où on est, n'autorise pas le déclassement de la forêt de Kwa. La loi n'autorise pas. La loi n'autorise pas. Et pourtant, il y a une procédure, justement. Justement, la procédure de déclassement, là, la procédure de déclassement a déjà été faussée par l'État. Puisque la procédure de déclassement dit que l'initiative du déclassement doit venir du ministre chargé des forêts. Il se trouve que là, l'initiative du déclassement est venue du ministère de la Santé et de la municipalité de Bobo, qui d'ailleurs a pris un arrêté s'agissant du déclassement. Donc, l'initiative du déclassement ne vient pas du ministre des Forêts. Vous comprenez? Et donc, si le gouvernement poursuivait et déclassait cette forêt, il serait attaqué en justice. Et il perdrait. Et s'il perd, c'est grave. Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance, il faut comprendre que les forêts classées font partie du domaine public de l'État. Et qu'un hôpital public fait partie du domaine privé de l'État. Alors, depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'a déclassé une forêt du domaine public de l'État pour le reverser dans le domaine privé de l'État. Si donc, il y avait un procès et que le gouvernement le perdait, le gouvernement tomberait. Vous voyez, il y a comme une négligence du gouvernement sur la question. Quand vous faites allusion à ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, d'une part, le ministre des Affaires étrangères néglige que, en ce qui concerne la coopération, pendant de très longues années, la Banque mondiale, la mission forestière allemande, les Pays-Bas, maintenant c'est le Luxembourg qui finance cette zone des forêts des hauts bassins. Donc il y a bien d'autres partenaires importants pour le Burkina Faso qui ont investi dans l'environnement. Voilà, et qui n'ont rien dit pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'avis, mais ils n'ont rien dit pour le moment. Ils attendent de voir comment l'État va arbitrer cette question. En réalité, on vous dit, cette partie concernée par l'hôpital, ces hectares, il n'y a plus en vérité de forêt. Non. Et la loi ne définit pas la forêt par rapport au boisement. La loi dit qu'une forêt est une aire destinée à être reboisée et à être aménagée. C'est le statut de la terre qui fait de la forêt une forêt classée. Ce n'est pas le boisement. Et justement, c'est le rôle de l'État qui est représenté par le ministre des Affaires étrangères dans le cas d'espèce. C'est le rôle de l'État de trouver les moyens pour reboiser et aménager
la portion qu'il dit que ce n'est pas reboisé. Vous comprenez? D'un point de vue de l'aménagement du territoire, aucune disposition de l'aménagement du territoire au Burkina n'a prévu que les forêts soient classées comme des réserves où on retirerait des portions pour construire des hôpitaux ou des écoles ou autre chose lorsqu'on en voudra. Nous avons 8% du territoire national qui est classé si on laisse de côté la réserve sylvo-pastorale du Sahel. Et 8%, par rapport à une recommandation de 30% de la communauté internationale, lisez vous-même. Et en fait, ces forêts classées, de plus en plus qu'on a signé des conventions internationales et autres, ces forêts même ont quitté la question d'être simplement du patrimoine public de l'État à un patrimoine mondial. Vous comprenez? Et donc, le ministre des Affaires étrangères se trompe. Il ne peut pas, parce que même un terrain de football, on peut bien dire que ce terrain-là, nu-là, est une forêt classée, si l'objectif est de planter des arbres et de le reverdir et de l'aménager. Ce n'est pas le boisement qui fait le statut de la forêt. Enfin, il faut dire que il y a un certain nombre de discussions qui sont menées, mais justement qui ne tiennent pas compte des avis des experts. Parce que la question n'a pas été vidée sous l'angle technique. Lorsque le Premier ministre dit devant les députés qu'il prendra les formes nécessaires, mais que l'hôpital sera dans la forêt, ça veut dire que le Premier ministre est prêt à corrompre de son pouvoir toutes les structures techniques pour qu'ils ne disent rien afin qu'ils puissent mettre l'hôpital. Il doit agir... Il dit que les choses se feront dans le respect des... Ah, mais attention, justement. Mais si vous ne voulez pas que le ministère de l'eau, l'ONEA et l'agence de l'eau des Hauts-Bassins disent que c'est dangereux de mettre l'hôpital là-bas, il ne faut pas que le Premier ministre annonce à l'avance. Parce que le ministre de l'eau et les structures de l'eau seraient obligés de lui tendre la main pour dire que c'est faisable. De toute façon, on annonce une étude d'impact, justement. Justement, mais la question de l'étude d'impact, vous savez, le déclassement d'une forêt ne nécessite pas une étude d'impact. L'étude d'impact est nécessaire, mais c'est dans un autre domaine. C'est-à-dire que si l'hôpital avait été placé ailleurs, on aurait fait une étude d'impact ailleurs, là, avant de mettre l'hôpital. Mais dans le cas de la forêt de quoi, il faut d'abord déclasser avant de faire l'étude d'impact pour mettre l'hôpital. Et comme jusqu'à présent, la forêt classée de quoi n'a pas été déclassée, donc elle est toujours dans les mains de l'administration des forêts, et les forestiers ont prêté serment de respecter la loi. Et la loi veut qu'ils protègent la forêt, ils interdisent à quiconque de rentrer dans la forêt au stade où ils sont. Ils ne sont pas hors la loi. C'est plutôt ceux qui disent... Les forestiers sont sous tutelle d'un ministère. Ah non, mais ils sont surtout sous la tutelle d'une loi. Non. Alors, parce que l'agent public a le droit de refuser d'exécuter une décision illégale. Est-ce que la décision elle est illégale ici? C'est toute la question. Je vous dis que si vous prenez la loi, si vous vous en tenez qu'à la loi, vous risquez de dire que le gouvernement peut déclasser. Mais si vous allez au décret d'application, vous voyez qu'il y a une procédure de déclassement. Et cette procédure de déclassement-là n'autorise pas le gouvernement à déclasser si vous le lisez finement. Donc les gens se trompent. Je dis que si le gouvernement déclasse, il va être condamné en justice parce que c'est simple, comme de l'eau à boire, puisque le gouvernement n'est pas en règle, vous comprenez? Mais il faut voir que le gouvernement non seulement n'est pas en règle, mais sur le plan psychologique, c'est terrible quand même, puisque il y a tellement de terrain à Bobo pour faire un hôpital. Et depuis qu'on discute là, on aurait pu commencer à construire l'hôpital. Finalement, on ne sait pas qui empêche de construire l'hôpital. C'est le gouvernement qui empêche de construire l'hôpital, puisque au lieu d'aller là où c'est autorisé, il vient là où il y a des histoires à chercher. Siaka Koulibaly, vous avez effectivement sorti, il y a cette tribune que vous avez sortie cette semaine, justement au niveau donc, du Faso.net, pour parler effectivement de ces autres sites, mais il y avait problème. Le choix de ce site-là semble se justifier. Oui.
pour ce que j'en sais, et j'ai pris le soin d'essayer de comprendre les différents arguments qui ont prévalu à la décision de construire l'hôpital dans la forêt classée de Kwa. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs sites qui ont été envisagés et pour diverses raisons, celui de Kwa a été retenu. Moi, je voudrais revenir sur d'abord le fait qu'il y ait une certaine confusion au niveau gouvernemental. C'est exact. Quand on prend les déclarations des différents responsables, du Premier ministre au ministre de l'Environnement et le ministre des Affaires étrangères, effectivement, il n'y a pas tellement de cohésion sur cette question-là. Je pense qu'ils vont essayer de corriger ça dans le courant de la semaine à venir, notamment au niveau du Conseil des ministres. Ce qui est important à mon sens dans cette affaire, c'est de considérer les différents intérêts qui sont en jeu. Il y a un intérêt environnemental, dont il vient de parler largement. Il y a un intérêt social, du point de vue de la santé également, où on a un besoin crucial à Bobo-Dioulasso d'avoir un second hôpital qui soit exempté des difficultés budgétaires que l'hôpital Souro-Sano connaît. Donc ici, avec la coopération chinoise, on a un investissement en infrastructure et un fonctionnement également qui sera assuré sur la durée. Donc, je pense que c'est très bon de considérer les deux aspects. La partie qui est considérée par le projet, tout le monde en convient aujourd'hui, n'est plus tellement à considérer comme une forêt au sens que l'on connaît habituellement. C'est vrai qu'il vient de donner une certaine définition, que ce n'est pas le boisement qui fait, mais quand on dit la forêt classée de quoi, et qu'on regarde ce qu'il y a sur le terrain, on se demande de quoi on parle à l'heure actuelle. Donc, vous voyez très bien qu'il y a des initiatives de reboisement qui commencent justement parce qu'il y a la polémique. Pourquoi est-ce que pendant longtemps, on a laissé la forêt se dégrader? La coupe abusive de bois a eu lieu dans cette forêt-là. Les exploitations agricoles ont lieu dans cette forêt-là. Les exploitations de sable pour la construction de granit, etc., se déroulent dans cette forêt. Donc, je pense qu'il y a un manque de protection du gouvernement, notamment du ministère de l'Environnement et des forestiers, quant au patrimoine public de l'État. Ce qui n'est pas, une raison pour amputer cette forêt. Ce n'est pas une raison. Mais on considère qu'ici, sur les 300 hectares qui comptent la forêt, on veut prendre ici 4% de cet espace-là à un aspect qui répond à d'autres objectifs, notamment la proximité de la ville, les études d'impact qui ont déjà eu lieu, etc., etc. Et aussi l'engagement déjà pris par le gouvernement. Apparemment, sur ce site précis, il semble, le gouvernement, quand on s'en tient au communiqué de l'administration territoriale, il n'y a pas d'étude d'impact. Oui. Je reviens à l'aspect donc du classement. Ici, il s'agit du domaine public. Si le gouvernement prend une décision de déclassement, on ne peut l'attaquer que devant le tribunal administratif, devant lequel aucun acteur n'a intérêt à agir. Ceux qui sont sur le site aujourd'hui de la forêt de Kwa le sont illicitement, puisqu'ils ne sont pas autorisés à y être. Donc il n'y aura pas un acteur qui a un intérêt à agir devant le tribunal administratif. Donc le gouvernement ne pourrait même pas faire l'objet de poursuites. Donc à ce niveau, je crois que... Les forestiers peuvent s'organiser. Non, les forestiers sont les agents de l'État. Non, il y a les associations. Les associations n'ont pas intérêt à agir parce qu'ils ne sont pas dépositaires de la forêt. Non. Ils n'ont pas de titre foncier. Non. Quel est leur intérêt à agir? Bon, la question est qui a le droit d'ester en justice dans ce cas-là? Oui, c'est celui qui est lésé. Ah non, attends. Les organisations de défense de l'environnement peuvent le faire. Le code de l'environnement, si vous lisez le code de l'environnement, il donne le droit aux associations. Et puis, vous savez, ne posez pas la question de cette manière. Parce que là, dans le fond, il faudrait bien que l'hôpital, construit par les Chinois ou pas, mette en place une forêt autour de l'hôpital. Vous voyez? C'est-à-dire que si on avait donné un autre terrain dans les portions utilisables, cet hôpital aurait reboisé la cour, aurait planté des arbres, parce que les forêts en tant que telles sont suffisantes pour créer la santé pour les populations qui vivent dans les forêts. N'en parlons pas du rôle en pharmacie et autres. Bon, il est d'ailleurs étonnant de voir que quand le Premier ministre a dit devant l'Assemblée qu'il ferait l'hôpital dans la forêt, c'est le ministre de la Santé qui a sauté de joie et qui a applaudi.
Alors qu'un médecin, professeur de médecine, elle devait être celle qui aide le ministre de l'Environnement à expliquer que justement, il faut que l'État mette les moyens pour reboiser, aménager la forêt, parce que pour la santé des citadins de Bobo, ils ont besoin de cette forêt. Regardez sur la carte en hauteur la ville de Bobo. Vous constaterez que toutes les autres zones, tous les autres alentours de Bobo ont été déboisés. Il reste que du granit et puis de la terre. Ce n'est que cette zone de la forêt de Kwa, la forêt du Kou, la forêt de Dendereso, ce n'est que cette zone-là qui est boisée. Plus la population augmente, plus les citadins auront besoin de ces forêts-là. Ils vont y aller pour chercher l'air frais. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que la population augmente qu'il faut déboiser. Vous comprenez? Parce qu'on a entendu aussi cet autre raisonnement de Simon Compaoré. Ce n'est pas parce que la ville de Ouagadougou augmente qu'il faut, comment dirais-je, détruire Bangrego. Non, lotir les espaces verts. Qu'il faut lotir les espaces verts. Plus la population augmente, plus la population a besoin des espaces verts. Plus la population du Burkina augmente, plus on a besoin de nos 8% de forêts classées. Les 8% de forêts classées ne sont pas destinés à être déclassés pour être transformés en biens privés de l'État, en hôpitaux ou en établissements scolaires ou autres. Parce qu'on aurait pu mettre l'université aussi de Bobo là-bas. Donc, il ne faut pas raisonner comme ça. Mais c'est une question tout à fait très simple. On est même inquiet de constater que sur une question aussi simple, le gouvernement s'embourbe. Alors qu'il y a des questions beaucoup plus compliquées. Parce que les questions beaucoup plus compliquées, on se demande comment ils vont régler ça. Puisque, si vous regardez, le plus grand dommage à l'environnement au cours de ces derniers mois, ce n'était pas la forêt de Kou, c'est la décision de sortir 800 000 tonnes de coton et de reprendre la place de premier producteur africain de coton. C'est une décision qui est grave pour l'environnement. Les berges des cours d'eau vont être sapées, on va défricher les forêts, on va tout casser. Et pour le coton, qui est une spéculation qui ne crée pas de l'emploi au niveau de la transformation. Parce que c'est ceux qui achètent le coton qui vont créer de l'emploi chez eux. Vous comprenez? Vous voyez non plus que dans un pays où on a de moins en moins de main-d'œuvre agricole, il faut produire à manger. En 2012, nous étions premier producteur africain de coton. Et en 2012, on était parmi les 7 pays sahéliens victimes de la crise alimentaire au Sahel. Premier producteur de coton et victime de la crise alimentaire au Sahel. Et ça fait réfléchir, non? Nous voulons reprendre la première place de premier producteur de coton et on risque de ne pas avoir à manger parce qu'on n'a plus d'habitants. Les enjeux écologiques, c'est des enjeux de développement. Absolument. Alors, Tidja, je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question qui fait polémique. Non, mon avis, moi je suis en fait de ceux qui pensent que la forêt doit demeurer. En tout cas, je suis de cette tendance-là. Je crois qu'il y a même une pétition qui circulait. J'ai souscrit justement à cette pétition-là en demandant à ce que quand même la forêt soit maintenue, quoi. Voilà, quand j'écoute le docteur, nous sommes à 8% alors que les normes internationales en fait recommandent 30%. Donc ça veut dire qu'on est loin. Si on doit encore abattre en fait les 8% restants, je pense que bon, il n'y a pas lieu vraiment de polémiquer. Je pense qu'on peut trouver, quelqu'un disait que la Sonature a plus de 350 hectares ou quoi à Bobo. La dernière fois, je suivais ça dans une des tribunes là, où il disait que la Sonature a beaucoup de terrain. Pourquoi ne pas demander à la Sonature de céder une bonne partie en fait pour construire l'hôpital? Peut-être qu'au niveau foncier, au niveau des populations, la demande en termes de logement est telle que peut-être que le gouvernement a peur à ce niveau. Il faut réserver quelque chose pour ne pas créer d'autres insurrections. Oui, docteur Milogo, sur le sujet. Le problème n'est pas complexe. Il faut tout simplement trouver un autre emplacement pour implanter cet hôpital parce qu'il est problématique. Les populations apparemment n'en veulent pas à cet endroit-là. Et s'il n'y a pas d'autres raisons cachées qui justifient que ce soit précisément là-bas, il faut trouver un autre endroit. Il y a beaucoup d'endroits, comme l'intervenant précédent l'a dit, où on peut implanter cet hôpital. Donc il faut simplement trouver un autre site pour le faire. C'est aussi simple que cela. Est-ce que c'est aussi simple que cela, justement? Parce que si le gouvernement tient tant à cet endroit, c'est parce que peut-être il n'a pas le choix. Je pense qu'on a atteint un niveau de polémique qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de tenir compte des paramètres réels du problème qui sont posés. Peut-être que le gouvernement aussi n'explique pas clairement aussi pourquoi il tient tant justement. C'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur cette communication gouvernementale
qui n'est pas cohérente d'abord et qui n'est pas claire même aussi. On ne la voit pas. Au stade où se trouve la faisabilité du projet, puisqu'on a vu les techniciens sur le terrain, ça signifie qu'il y a des étapes qui ont été déjà franchies. Le budget qui est alloué à l'hôpital, il est déjà arrêté. Est-ce que ça inclut le fait d'aller refaire les études sur un autre site? C'est tout ça que je me demande. Le temps que cela va prendre, d'aller réétudier la faisabilité sur un autre site, est-ce qu'on ne risque pas de perdre l'hôpital? Moi, c'est pour ça que je veux concilier les deux. Le problème, c'est que déjà, on se dit à quoi ça sert d'aller faire des études, justement, qui vont nécessiter beaucoup d'argent, pour un espace déjà qui fait polémique, et peut-être que même les études n'arriveront pas à convaincre les partisans. Mais je pense que pour la forêt de Kwa, s'ils en sont au levé topographique et au bornage, ça veut dire qu'on a dépassé certaines étapes. C'est là où le gouvernement n'explique pas suffisamment. On ne peut pas aller sur un terrain, commencer à implanter des bornes, à faire des levées topographiques, sans avoir réalisé certaines étapes. Donc nous attendons que le gouvernement s'explique sur ces questions-là et qu'il nous pose clairement quelle est la situation au niveau de la forêt de Kwa, quels sont les engagements qui ont été pris, quels sont les engagements financiers également qui ont été déjà faits, et pourquoi est-ce qu'il faut le faire à ce niveau-là, pourquoi il faut peut-être déménager le site, etc., etc. Donc les options doivent être clairement exposées par le gouvernement, de sorte que la population comprenne clairement quels sont les enjeux qu'il y a sur cette affaire de forêt de Kwa. Non, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu de l'anarchie, puisque les gens ne pouvaient pas rentrer dans une forêt classée, commencer à faire des mesures topographiques, alors qu'elle n'a pas été déclassée et qu'ils ne se sont même pas adressés au ministre chargé des forêts. Vous comprenez? Bon, maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu de l'anarchie qu'on ne peut pas corriger. Et alors, la question, c'est que celui qui persévère dans l'erreur a un problème, puisque continuer avec ce processus-là, c'est perdre du temps. Pour même la construction de l'hôpital, c'est perdre du temps. Parce que si on devait engager une procédure judiciaire, s'il devait être déclassé par erreur et puis faire face à un procès, bon, on perdra du temps. Et en fait, il n'y a pas de logique, si vous voyez, dans la situation actuelle. Hein. Des fois, on se demande, nous, en tant que techniciens, on se demande si ce n'est pas une sale peau de banane qu'on a jetée au président du Faso. En tout cas, ça reste une question entière. Justement, peut-être plus de clairage, plus de communication au niveau gouvernemental permettra de mieux cerner les enjeux liés effectivement à l'implantation de l'hôpital dans cet endroit précis. Puisque là, effectivement, visiblement, il y a d'autres espaces, mais le gouvernement et le partenaire tiennent à là, même si le partenaire aussi a dit qu'il s'en tient à la décision de la partie burkinabé. Si, effectivement, le gouvernement burkinabé décide que ça va se faire ailleurs, le partenaire est d'accord, mais le ministre des Affaires étrangères précise que s'il faut changer de site, le projet sera retardé d'1 an. Et c'est là aussi toute la... D'au moins 1 an. Plus d'argent. Je veux seulement dire à Alpha Bari qu'il court le risque, si on déclasse, de faire face, quand il va aux réunions internationales, de faire face avec le ministre de l'Environnement du Burkina à ce que les activistes le lapident avec des œufs pourris. Alors, docteur Bilogo, on revient à vous pour parler de ce livre-là, La séparation des pouvoirs, études comparatives et analytiques, un livre donc que vous venez de mettre sur le marché. Vous êtes chercheur au CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique. La séparation des pouvoirs, dans la théorie et dans la pratique, c'est une réalité au Burkina? Il y a véritablement séparation? En théorie, il y a séparation parce que la Constitution mentionne bien la répartition tripartite des pouvoirs, chère à Montesquieu, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Mais dans la pratique, c'est tout autre chose parce qu'on se rend compte qu'il y a en réalité une hiérarchisation des pouvoirs avec au sommet le pouvoir exécutif représenté par le gouvernement et à un niveau intermédiaire l'Assemblée nationale et représenté par le Parlement. Et puis au bas de l'échelle, le pouvoir judiciaire qui est un peu le parent pauvre. En vérité, est-ce que le judiciaire c'est un pouvoir sous-tropique? Et justement, il est le parent pauvre parce qu'en réalité, il n'est pas un vrai pouvoir jusque-là. Les juges ne sont pas considérés comme un vrai pouvoir malheureusement au Burkina. La justice n'a pas le pouvoir qu'il avait d'antan, dans le passé.
Et aujourd'hui, malgré l'indépendance consacrée? Malgré l'indépendance consacrée, la justice malheureusement n'est pas un vrai pouvoir. Et pour cause, on a de nombreux scandales qui ont touché la justice. On a de nombreux dossiers judiciaires pendants qui ne sont pas encore résolus, dont certains sont emblématiques et qui illustrent quelque part le fait que la population a le sentiment qu'il existe au Burkina une justice à deux vitesses et qu'il existe aussi une justice des forts et une justice des faibles. Et ça, c'est des points qui doivent être absolument corrigés. Docteur Zeba, vous parlez tout à l'heure de procès dans le cas de la forêt de Kouwa. Si peut-être l'État semble aussi sûr de sa chose, parce que le troisième pouvoir, malheureusement, n'en est pas un. Donc, il n'y a pas de quoi craindre à ce niveau, justement. Vous savez, c'est une question, c'est intéressant. C'est une question c'est une question qui consiste à dire, est-ce que le système démocratique actuel dont nous avons hérité, est-ce que ce système-là garantit la bonne gouvernance, en particulier de l'environnement, mais d'autres choses? Vous constaterez que dans le système, le ministère de l'Environnement, par exemple, est considéré comme un outil dans la gouvernance de l'environnement. Et pourtant, on a aperçu, lors de cette affaire-là, que le ministère de l'Environnement n'est rien pour ceux qui ont le pouvoir réel, ni pour le MPP, ni même pour l'UNIR, hein? Puisqu'ils aident le MPP à expliquer que le ministre va déclasser. Le ministre de l'Environnement, oui, qui est leur ministre, enfin, qui est leur collègue, qu'il va déclasser. Ils aident le MPP, ils sont contents qu'on déclasse. Voyez-vous? Donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas d'outil. Il n'y a aucun outil qui assure qu'il y aura une gouvernance de l'environnement, puisque c'est moins que rien. Le ministre et son ministère, c'est moins que rien. Les questions vertes, ça permet de mobiliser, de capter des ressources. C'est déjà quelque chose. C'est ça, hein, vous comprenez? Ça veut dire que ça permet de capter des ressources et d'ailleurs des ressources pour autre chose, heureusement. C'est-à-dire que pour l'énergie solaire, on a été content d'aller attraper des milliards, vous comprenez, sur les fonds verts. Pour l'agriculture, on est content d'aller capter des milliards, mais pour les forêts, il n'y a rien, hein, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire quand vous dites la responsabilité du ministère de l'Environnement et des forêts, regardez le budget de l'État, il n'y a rien. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 1 litre d'essence pour l'agent qui est à Falaguntou, hein, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il doit utiliser son salaire pour mettre de l'argent et puis mettre des unités à appeler son chef. Il n'y a pas d'argent quand il n'y a pas de projet. Vous comprenez? Peut-être que pour nous, l'environnement, ce n'est pas un enjeu. Non, moi, je vous dis qu'il y a un problème. C'est-à-dire les secteurs qui nécessitent de l'investissement public. Les secteurs qui nécessitent de l'investissement public. En matière de développement rural, le secteur qui est légitime en besoin d'investissement public, c'est l'environnement. C'est sur l'environnement que les animaux domestiques là, se nourrissent. C'est sur l'environnement que nous cultivons. C'est sur l'environnement que notre économie là est fondée. Et comme ce n'est pas le producteur qui paye, ce n'est pas l'éleveur qui paye pour brouter ses animaux, donc quelqu'un doit payer la restauration. Qui paye la restauration? Ça doit être l'État, mais l'État ne paye pas. Et l'État s'en fout de l'environnement, vous comprenez? C'est-à-dire que les représentants de l'État n'ont rien compris. En Europe, vous n'êtes pas député si vous ne comprenez pas l'environnement. Si vous ne savez pas quel est l'état des négociations sur la biodiversité, sur les changements climatiques, sur quoi, vous ne serez pas député. Les questions d'écologie, ça peut faire perdre vous ne serez pas ministre si vous ne connaissez pas ça. Et Simon Comparé a osé dire qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une forêt. Vous voyez? Un ministre de son niveau ne sait pas ce que c'est qu'une forêt. Mais il sait ce que c'est qu'un hôpital. Voilà le drame pour nous. Voilà le drame pour nous, parce que s'il ne connaît pas, il oppose donc la forêt des lions, il oppose ça aux hommes. Les forêts et les lions et tout ça sont là pour les hommes. Ils opposent. Mais il y a un problème. Ça veut dire que nous avons un problème de gouvernance parce que vous avez un appareil qui ne comprend rien à l'environnement et qui décide pourtant. Voyez-vous? C'est ça la question. Sur cette question justement de séparation des pouvoirs. C'est très intéressant le travail réalisé par le chercheur. Je voudrais le féliciter ici pour cette œuvre-là, qui vient enrichir le domaine de la connaissance sur des questions essentielles de notre pays, parce que, comme il a dit, c'est mentionné dans la Constitution et dans d'autres lois, mais de façon pratique, on n'a pas beaucoup d'éléments et c'est intéressant que ce type de travaux arrivent. Pour repartir sur ce qu'il a dit,
moi je dis, la séparation des pouvoirs est une réalité, mais il reste une étape importante à franchir, celle des mentalités. La justice, aujourd'hui, du point de vue des textes, est entièrement libre. Le Conseil supérieur de la magistrature nomme aux fonctions judiciaires, et on vient d'avoir la semaine dernière une foule de nominations. Cela signifie qu'on a réussi à retirer le chapeau que le chef de l'État exerçait sur la justice. Donc, d'un point de vue formel, on pense que la justice a reçu les outils, je dirais, politiques pour s'assumer. Maintenant, il reste la mentalité, une mentalité dont nous avons hérité à travers l'histoire politique du pays, où tout le monde pense que c'est une société, un système vertical. Et au sommet, vous avez le chef de l'État, qui donc est considéré comme celui qui couvre tout. Une fois qu'il a une position, les autres évitent de s'opposer. Ce qui fait que même les juges, qui ont quand même une liberté dans les textes, même refusent de jouer de cette liberté-là. Peut-être que c'est culturel. Malheureusement, on me fait signe qu'on est presque en fin d'émission. On aura sûrement l'occasion de revenir sur cet ouvrage-là, assez intéressant quand même. Beaucoup de choses donc à décortiquer. C'est une étude comparative et analytique, hein, c'est bien ça. Exactement. Une étude comparative et analytique qui couvre en fait tout le monde entier avec la conception occidentale de la séparation des pouvoirs, la conception américaine avec les États-Unis d'Amérique et le Canada et la conception ouest-africaine de la séparation des pouvoirs couvrant des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso. C'est donc édifiant à avoir absolument. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres cadres, bien sûr. Merci à tous d'être passés dans le 7 Info ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.